Écrivain et réalisateur allemand, l'auteur de la nouvelle qui va suivre a également écrit de nombreuses pièces de théâtre. Il était aussi acteur, poète et philosophe. Il a élaboré une littérature de l'étrange proche du fantastique et de l'épouvante. Bonjour. Hans Heinz Evers, 1871-1943, fut ballotté entre les frémissements du romantisme et les outrances du réalisme le plus hardi. Son œuvre ne lasse pas de captiver, surtout parce que son art narratif y fait merveille. Je vous raconte l'une de ses nouvelles, intitulée « La fin de John Hamilton Llewellyn », écrite en 1904. Des monts et merveilles, Michael Darjoy. Orsus credibile est, quia ineptum est, certum est, quia impossibile. Tertullien, de Carne Christi, chapitre 5. Il y a déjà quelques années de cela, nous nous trouvions ensemble, un jour, au club, devisant sur les circonstances dans lesquelles chacun de nous trouverait sa fin. En ce qui me concerne, je puis m'attendre à un cancer de l'estomac, lançai-je. C'est sans doute une affection peu agréable, mais c'est devenu une bonne vieille tradition dans la famille, vraisemblablement la seule d'ailleurs à laquelle je resterai fidèle. Bast, en ce qui concerne votre serviteur, il est non moins certain qu'il livrera tôt ou tard son ultime combat dans une lutte loyale avec une douzaine de milliards de bacilles. Renchérit Christian, qui ne disposait plus, depuis un an déjà, que de la seconde moitié de son poumon restant. Avec plus ou moins d'aplomb, les autres prophétisèrent tour à tour, et pour leur propre compte, des décès tout aussi peu romantiques, des fins banales et misérables, en fait, absolument trop bonnes pour nous. « Moi, c'est la femme qui me perdra, » proféra le peintre John Hamilton Llewellyn. « Oh, vraiment ?» pouffa Dudley. Le peintre hésita un court instant, puis il poursuivit pensivement. « Non, je périrai par l'art. »« De toute façon, c'est une mort agréable ?» s'écria Joe. « Peut-être pas, » rétorqua le peintre dubitatif. Bien entendu, nous nous moquâmes de lui en le traitant à l'envi de prophète amateur. 5 ans plus tard, je revis Trower qui était lui aussi à Pall Mall jadis. « De nouveau à Londres ?» demanda-t-il. « Depuis 2 jours. » Je lui demandai s'il viendrait au club ce soir-là. Il me répondit qu'il avait affaire au tribunal toute la journée. Je crois que Trower doit être officier du ministère public lorsqu'il n'est pas au club. J'acceptai de dîner chez lui. Trower est en effet un fin gourmet. À 10 heures, nous avions expédié le café et le larbin apportait les whisky. Allongé dans le fauteuil de cuir et les pieds orientés vers la cheminée, Trower me dit « Les anciens du club, tu n'en verras plus beaucoup. »« Comment cela ?» interrogeai-je. « Les gars ont été pressés de réaliser leur prophétie. Te souviens-tu du soir de novembre, quand nous évoquions le genre de mort dont nous mourions ? Et comment ? Le lendemain, je quittais Londres et c'est seulement maintenant que j'y refais surface. Eh bien, Christian Bragghaupt fut le premier de la série. 6 mois plus tard, il s'éteignait à Davos. La belle affaire. Il ne lui était pas difficile de tenir parole. Ce fut déjà plus compliqué pour Dudley des Queen's Own, qui eût pu penser jadis
que ces gens sortiraient de Londres. Il encaissa au Spion Shop une balle au milieu du front. Jadis, il croyait qu'il périrait d'une balle dans la poitrine. De toute manière, cela revient pratiquement au même. Nous étions 8 et 5 sont déjà partis, chacun à sa façon. Sir Thomas Wimbledon est le troisième. Une pneumonie, bien entendu. Il n'a pas su renoncer à temps à la chasse au canard. 5 heures dans la Tamise jusqu'au ventre, tu penses? Du diable si on peut trouver du plaisir à cela. Et Bodley? Il vit encore, celui-là. Tu le rencontreras au club, frais et dispo comme toi et moi. Mais pour combien de temps encore? Mais Macpherson est raide, lui aussi. Une embolie, il y a 2 mois. Il était grassouillet comme une dinde de Noël. Je n'aurais pas cru cependant qu'il s'en irait si vite. Il n'avait que 35 ans, le bras. Reste l'artiste. Qu'est-il devenu? Llewellyn tient parole, mieux que chacun d'entre nous. Il périt par la femme et par l'art. Il périt? Comment dois-je comprendre ceci, Trower? Eh bien, il est bouclé depuis 10 mois à la maison d'aliénés de Brighton, section des incurables. Son jeune modèle, qui devait bien faire dans les 20 000 ans, s'est dissous de plaisir sous son ardent baiser. Cela lui a porté tellement à la tête qu'il en a perdu la raison. Je t'en prie, Trower, trêve de tes plaisanteries. Ris, si le cœur t'en dit, du gras Macpherson et du pâle Christian, du coquet Dudley et des chasses nautiques de Wimbledon. Mais laisse Hamilton en paix. On peut se moquer des morts, mais non des vivants séquestrés dans un asile. Trower secoua avec affectation la cendre de sa cigarette et se composa un nouveau whisky. Saisissant ensuite le tisonnier, il en remua les bûches incandescentes. Ses traits s'altérèrent un peu, et la lèvre inférieure s'abaissa encore davantage. « Je le sais, dit-il. Le peintre t'était plus proche que nous. Ceci n'empêche pas que toi aussi, lorsque tu connaîtras son histoire, tu t'efforceras de contraindre tes lèvres à sourire. Il y a un tragique à l'action paralysante duquel nous ne pouvons nous soustraire que par l'humour. Et puis, quelle est l'histoire qui n'a pas ses côtés comiques? Venons-en à John Hamilton, insistai-je. En bref, son histoire est ce que je t'ai raconté. Une jeune dame qu'il peignait et qu'il aimait en son gracieux âge de 20 000 printemps s'est dissoute de plaisir sous un baiser. Il en devint fou, c'est tout. Si tu le désires, je puis cependant te donner une explication plus détaillée. Mais, je t'en prie, connais-tu bien l'affaire? À la perfection, à la perfection. Mieux qu'il me plairait même. Je fus chargé de l'enquête administrative, et j'aurais pu me casser la tête à me demander s'il me fallait poursuivre pour vol avec effraction, dommages aux biens, violation de cadavres, ou Dieu sait quel autre délit, si le transfert de Llewellyn à l'asile n'avait pas mis un terme à l'instruction judiciaire. Cela devient de plus en plus étrange. Tellement étrange que tu devras ramasser toutes tes énergies pour ajouter foi à la suite. Alors, raconte. John Hamilton, L., travaillait déjà depuis un semestre au British Museum. Je crois que c'est par l'entremise de Lord Hunstanton qu'il fut chargé de peindre des toiles murales de la 3e salle. Il put à peine achever un mur, et l'œuvre est toujours incomplète. Il n'est pas si aisé de lui trouver un remplaçant. C'est qu'il avait du talent, Llewellyn, et de la fantaisie à revendre. C'est elle d'ailleurs qui l'a conduit à l'asile. À cette époque, le musée reçut un envoi inestimable. Tu auras certainement pris connaissance, il y a quelques années, du communiqué publié par toute la presse et qui suscita dans le monde une sensation bien légitime. Dans une faille de glace, des indigènes avaient mis à jour à Rebezovska, dans le district de Kolyma, un mammouth quasi intact et dont la trompe seule était quelque peu endommagée.
Immédiatement, le gouverneur de Iakoutsk avait donné à Saint-Pétersbourg tous les détails. À la demande de l'Académie impériale des sciences, le gouvernement envoya sur place le réputé chercheur Otto Hertz, le conservateur du musée zoologique de Saint-Pétersbourg, ainsi que le russe Asakov et le préparateur allemand Fitzmayer. Tout au loin, à l'extrême nord-est, l'expédition parvint, après un voyage de 4 mois et un labeur de 2 mois, à ramener sur les bords de la Neva l'énorme bloc de glace renfermant intact le pachyderme antédiluvien. Ce mammouth est un des plus magnifiques ornements du musée des Tsars, leur seul exemplaire que notre temps possède. Je fais observer, entre parenthèses, que toute cette région est pleine de tels animaux gigantesques, bien qu'ils soient pour la plupart réduits en morceaux épars. La légende sibérienne les nomme les Mamantous, ce qui veut dire des fouineurs. La même légende prétend que ce sont d'énormes animaux souterrains voués à la mort dès qu'ils montent à la surface. L'industrie chinoise de l'ivoire façonne depuis des milliers d'années presque exclusivement des défenses de mammouths déterrés du sol sibérien. En 1799, on trouva, dans l'embouchure de la Léna, un autre mammouth, également fort bien conservé, qui fut transporté plus tard par Adams à Saint-Pétersbourg et dont les morceaux épars sont dispersés dans tous les musées de la Terre. Peu de temps après s'être équipée, l'administration du British Museum reçut une lettre mystérieuse qui l'incita à mander immédiatement à Londres son auteur. Celui-ci n'était autre que le fameux Asakov qui réussit, grâce à un vol génial, à encaisser quelques millions et qui vit aujourd'hui de ses rentes à Paris. Asakov avait en effet fait une découverte encore bien plus précieuse que celle du mammouth des glaces sibériennes, en compagnie de sa caravane de Tongouz. Il n'en avait soufflé mot à son gouverneur, jugeant préférable de laisser tranquillement son trésor là où il reposait depuis des milliers d'années, et pèlerina l'âme tranquille avec son pachyderme vers Saint-Pétersbourg. L'homme s'était donné un mal de chien, et il fut saisi de plusieurs accès de fureur lorsque le tsar, après avoir rendu visite à l'animal rare installé dans le musée de la ville, accorda à ses supérieurs, le conservateur et le préparateur du musée, des Allemands, naturellement, une substantielle récompense et de haute distinction. Lui-même dut se contenter de la 4e catégorie de la même distinction. Qui sait si le gaillard n'avait pas inventé l'histoire? De toute façon, il invoqua ces circonstances pour expliquer son attitude. La direction du British accepta facilement ces raisons. Après tout, il faut prendre son bien là où on le trouve, et ne pas s'interroger trop longtemps sur ses origines, surtout lorsqu'on a la lourde tâche d'administrer le British Museum. La proposition d'Asakov consistait à aller rechercher en Sibérie sa 2e trouvaille et de l'amener lui-même à Londres. Dès la livraison, le musée allongerait la somme convenue de 300 000 livres. Le musée ne courait aucun risque si l'on en accepte la somme relativement modérée qu'il dut avancer aux Russes pour l'équipement de la 2e mission. Par mesure de précaution, on le flanqua encore de 2 fonctionnaires britanniques de confiance appartenant au personnel du musée. Asakov avait entre-temps quitté l'administration russe. Un baleinier anglais amena l'expédition dans la mer de Bering. Tandis que le navire croisait au large et que l'équipage passait son temps à la pêche et à la chasse aux phoques, le Russe et les Anglais, assistés d'une horde de Tongouz dont il avait loué les services, s'enfonça à l'intérieur du pays. Cette entreprise d'Asakov était bien entendu beaucoup plus aventureuse que la première. Jadis, il pouvait compter sur l'escorte du tsar blanc qui lui donnait comme par magie toute l'assistance souhaitable. Cette fois-ci, il n'était pas seulement livré à ses propres ressources, mais devait également imaginer 1001 ruses pour ne pas être repéré par un des millions d'yeux de son souverain.
Robert Hartford, le fils de Lord Wilberforce, qui était de la partie, m'a raconté l'affaire. Un rusé renard, ce Russe, encore que ce fût un Forbin. Exactement à la semaine dite, il réapparut dans la baie convenue comme lieu de rendez-vous. 2 mois et demi plus tard, le baleinier remontait la Tamise. Le secret avait été si bien gardé que pas un homme d'équipage ne savait ce qui se trouvait exactement à bord. Discrètement, et sans attirer l'attention, le musée avait dans l'intervalle fait réserver un endroit ad hoc pour la précieuse découverte. Elle était destinée à y demeurer 30 ans sans que quiconque, mis à part quelques très rares initiés du musée, pût savoir quel nouveau trésor Londres abritait. Après 30 ans, mon Dieu, on pourrait le montrer au public. Les responsables d'aujourd'hui seraient morts depuis longtemps, et on devrait plus craindre de difficultés diplomatiques avec les Russes, les éléments de fait devant à ce moment être tombés dans l'oubli. Dans 30 ans, eh bien, on pourrait même dépeindre ce petit vol sous les couleurs combien plus enchanteresses d'un voyage des Argonautes à la recherche de la toison d'or. C'est ainsi que le premier musée du monde avait dressé ses batteries et tout eût été parfait si notre ami John Hamilton Llewellyn n'avait pas tout compromis. Il faisait partie des quelques rares privilégiés qui furent admis à souhaiter la bienvenue sur le sol britannique à la princesse asiatique, car, pour ne plus faire de mystère, il faut savoir que la cargaison mystérieuse ne contenait rien d'autre qu'un formidable bloc de glace dans lequel était enchâssée sans le moindre dommage depuis plusieurs milliers d'années une jeune femme nue. Cette jeune dame est parvenue dans ce glaçon de la même manière que son contemporain, le mammouth du musée de Saint-Pétersbourg. Comment? Ce n'est pas si aisé à établir. D'érudits savants se sont déjà cassé la tête à propos du mammouth, et ici, l'explication était encore plus hypothétique. Le local, destiné à servir d'appartement à la jeune dame, était fort remarquable. Situé dans la deuxième cave, il était haut de 8 mètres et dessinait un carré de 20 mètres de côté. Le long du mur se trouvaient 4 machines à produire de l'ammoniac, cachées cependant jusqu'à mi-hauteur par de hautes murailles de glace. On avait voulu faire quelque chose de tout à fait spécial pour honorer cette rare usine du Nord, en transformant en un véritable palais de glace la salle souterraine au milieu de laquelle trônait le bloc majestueux. Grâce aux machines, la température y était maintenue en permanence à quelques degrés sous le point de congélation. Le sol était constitué d'une couche uniforme de glace d'où émergeaient çà et là des stalagmites glacées qui supportaient en partie le plafond parsemé de stalactites congelées et rigides. Un éclairage électrique adéquat illuminait ce palais d'hiver. Une double et lourde porte de fer, étanche à l'air, conduisait au local. Cette porte était masquée de l'intérieur par un bloc de glace. À l'extérieur, ladite porte donnait accès à une antichambre confortablement aménagée où les visiteurs avaient la faculté de se réchauffer les mains à un feu de cheminée qui crépitait joyeusement. Ajoutez-y des tapis de Smyrne, un divan turc, quelques confortables fauteuils à bascule, et on comprendra qu'on avait voulu aménager l'endroit aussi agréablement pour faire pendant à l'atmosphère glaciale et lugubre d'à côté. La belle reposait donc, heureuse, dans son écrin de glace. Le Russe avait palpé son argent et était reparti. La première excitation sur l'inestimable trésor s'était lentement apaisée. 2 messieurs, très dignes, étaient les seuls visiteurs réguliers du palais d'hiver. Un anthropologiste londonien et son collègue, un professeur d'Édimbourg. Ils prirent des mesures, ou du moins s'y efforcèrent,
pour autant qu'il soit possible de mesurer quelque chose qui est serti dans un bloc de 12 mètres cubes. Le gentleman d'Édimbourg, Jonathan Honeycock, séjourna durant 1 mois à Saint-Pétersbourg pour y étudier le mammouth. Il donnait à la jeune dame du British un âge sensiblement égal de quelque 20 000 ans. Il jurait, dur comme fer, que tous deux avaient été saisis dans la glace à la même heure. Cette hypothèse trouvait une confirmation dans le rapport d'Assakoff, selon lequel les deux découvertes gisaient à moins d'une portée de fusil l'une de l'autre se trouvant, d'après lui, dans l'ancien lit de la Berezovska. Malheureusement, cet avis ne fut pas partagé par le collègue londonien, l'aimable Mr. Pennyfeather. MAKCB. Il prétendait que c'était pur hasard si les deux trouvailles se trouvaient si près l'une de l'autre. Comme tout son extérieur l'indiquait, la jeune dame devait être 3000 ans plus jeune pour le moins que le mammouth. Les contemporains humains du mammouth auraient eu une toute autre apparence. Il présenta à l'appui de ses assertions une série de dessins de tels êtres humains. Et en effet, notre princesse ne leur ressemblait pas du tout. Au dossier figure une série de dessins ainsi qu'une grande étude de la main de Llewellyn qui fut le seul à l'avoir débarrassé de son manteau de glace. On l'y voit d'une blancheur laiteuse, le teint pêche, de profonds yeux bleus encadrés de boucles blondes et un corps qui eût pu servir de modèle à Praxitèle. Pennyfeather avait parfaitement raison. C'était bien autre chose que les femmes préhistoriques aux yeux bridés et aux fortes mâchoires représentées sur certains dessins. Il fut cependant mal accueilli par notre Écossais, qui demanda l'origine de ces dessins, assurant que leur auteur ne pouvait en tout cas jamais avoir eu l'occasion de contempler personnellement un tel être. Il ne pouvait s'agir que de misérables rats d'école, qui, en s'aidant d'images de singes et d'une fantaisie abominable, avaient accouché de telles horreurs. Lui, Honeycock, affirmait péremptoirement qu'on se trouvait ici devant la femme préhistorique, et que ce que les éditeurs avaient de mieux à faire, c'était de supprimer de tous les ouvrages anthropologiques toutes ces affreuses représentations stupides qui les illustraient. Sur quoi Pennyfeather traita Honeycock d'âne, et Honeycock riposta par une gifle. Pennyfeather répondit par un direct à l'estomac. Honeycock porta plainte. Pennyfeather en fit autant. Le juge condamna l'un et l'autre à 10 livres d'amende, tandis que la direction du musée leur fermait ses portes. Après ce petit incident, la jeune sibérienne fut débarrassée de ses admirateurs trop empressés, du moins pour un certain temps. Mais, par après, il en surgit un dont la visite devait plus tard se révéler aussi désastreuse pour elle-même que pour lui. Je t'ai déjà raconté que John Hamilton fut un des rares à être présent lors de l'intronisation de la princesse des neiges. À cette occasion, on en tira plusieurs photographies qui se révélèrent lors du développement comme plus ou moins mauvaises. La cause en fut attribuée au blindage de glace qui provoqua par fractionnement de la lumière de telles distorsions et réverbérations sur le négatif qu'on eût dit que la jeune dame se trouvait dans un cabinet de miroirs déformants. Llewellyn fut dès lors privé d'essayer, en désespoir de cause, d'en faire un dessin. Très intéressé lui-même, il acquiesça volontiers et se livra à plusieurs séances de dessin dans le Palais des Glaces, en présence de fonctionnaires du musée. Effectivement, Llewellyn réussit à obtenir une excellente vue de côté sur la chaste belle, car ses cartons sont exceptionnellement précis et nets. Durant ces séances, il a dû se passer quelque chose de singulier chez Hamilton. Lorsqu'ils furent entendus ultérieurement, les fonctionnaires déclarèrent qu'au début,
il n'avait rien remarqué de particulier. Par contre, lors des dernières séances, ils furent frappés du fait que le peintre fixait durant plusieurs minutes et à de multiples reprises la princesse des neiges, sans donner un seul coup de pinceau. De plus, alors qu'en raison du froid, le crayon lui tombait quasi des doigts, il ne s'était pas laissé convaincre d'interrompre son travail, mais l'avait poursuivi, achevant son esquisse d'un grand effort de toute sa volonté. Finalement, lors des dernières séances, il avait prié les fonctionnaires, ou même leur avait enjoint de se retirer dans l'antichambre. Au début, il n'y avait rien trouvé à redire, y voyant uniquement une amabilité exagérée du peintre, les incitant à se réchauffer dans l'antichambre douillettement tiède, plutôt que de demeurer dans le froid sinistre du palais de glace. En fin de compte, ils avaient conçu des soupçons à partir de l'instant surtout où l'artiste leur glissa dans les mains des pourboires nettement exagérés, à seule fin qu'on le laissât travailler seul. Environ vers la même époque, le directeur reçut la visite de Llewellyn, qui le pria de lui confier les clés des appartements de la princesse endormie. Il expliqua qu'il désirait en faire un portrait plus grand et devait, de ce fait, avoir accès à sa chambre à tout moment. En d'autres circonstances, on aurait sans doute donné droit à sa requête. Cependant, le comportement du peintre lors de cette requête, la façon générale dont il présenta son vœu, furent si étranges que le directeur conçut des doutes à son égard et déclina poliment, mais non moins fermement sa proposition. À ce coup, l'artiste sursauta, se mit à trembler violemment, éructa quelques mots inintelligibles et se rua au dehors. Ce comportement ne fit qu'accentuer les doutes du directeur. Il donna à tous les fonctionnaires du musée l'ordre formel de ne plus autoriser quiconque dorénavant à pénétrer sans autorisation écrite spéciale dans les locaux souterrains. À quelque temps de là, circula au musée la rumeur que quelqu'un avait tenté de soudoyer quelques fonctionnaires afin de pouvoir pénétrer dans le palais de glace. Le directeur eut vent de la nouvelle et demanda une enquête serrée. Le coupable n'était autre que notre ami John Hamilton. Le directeur se rendit auprès de lui dans la salle où il travaillait et le découvrit à califourchon sur un tabouret et le visage enfoui dans les mains. Pris à partie, l'artiste pria très poliment le directeur de se retirer aussi vite que possible de cette pièce où lui-même exerçait pour le moment, disait-il, des droits souverains. Le directeur, se rendant compte que son interlocuteur n'était accessible à aucun raisonnement, s'en fut en haussant les épaules. Il fit seulement placer 3 serrures très travaillées à la porte de l'antichambre et en conserva les clés dans le coffre-fort de son appartement privé. Durant quelques mois, tout fut tranquille. 2 fois par semaine, le directeur se rendait en personne en compagnie des fonctionnaires chargés de vérifier le fonctionnement des machines frigorifiques dans les appartements de la Belle Enchantée. C'était d'ailleurs la seule visite qu'elle reçut. Chaque jour, Llewellyn faisait acte de présence dans l'atelier de peinture, mais il ne s'y produisait plus rien. Les couleurs séchaient sur la palette et les pinceaux gisaient épars sur la table. Parfois, il demeurait durant des heures sur le tabouret, pour subitement recommencer à courir à tort et à travers dans la salle. L'enquête avait permis d'établir, avec assez d'exactitude, à quoi il passait le plus clair de ses journées à cette époque. Seuls sont à signaler quelques visites qu'il fit à quelques prêteurs d'argent londoniens bien connus sur la place. Il s'efforça, d'ailleurs sans succès, d'obtenir 10 000 livres contre la perspective lointaine d'un héritage important. Et il en obtint finalement 500 à un taux d'intérêt fort élevé chez Helpless et Nick Ripper dans la rue d'Oxford. Un soir, Hamilton fit soudain irruption au club
après une très longue absence, ainsi que je pus l'établir ultérieurement. Ce fut le jour même où il put décrocher l'argent. Il me salua brièvement dans la salle de lecture et s'enquit de la présence de Lord Illingworth. Ainsi que tu le sais, Illingworth est le plus âpre démon de jeu qui se puisse trouver. Apprenant que Lord Illingworth ne rentrait que fort tard dans la soirée, Llewellyn accepta son invitation à souper. Il fut cependant si taciturne que nous le remarquâmes, moi et tous les autres convives. Plus tard, nous bavardâmes dans le salon de chasse. Llewellyn y fut si nerveux que son agitation finit par nous gagner aussi. Continuellement, il épiait la porte, déplaçait son fauteuil d'avant en arrière et vidait un whisky après l'autre. Vers minuit, il sauta sur ses pieds et se rua sur Illingworth qui faisait justement son entrée. « Vous me devez une revanche encore !» lui cria-t-il. « Voulez-vous jouer avec moi aujourd'hui ?» Standerton était naturellement présent ainsi que Crawford et Bodley. Nous nous rendîmes dans la salle de jeu. Tandis que le croupier apportait les cartes du poker, Illingworth s'enquit. « Eh bien, combien voulez-vous perdre aujourd'hui, Hamilton ?» 1000 livres en liquide, et ce que je vous dois encore, répondit le peintre en tirant les coupures de sa poche. De toute évidence, il avait pris avec lui tout son avoir outre l'argent fourni par l'usurier. « Mais tu es fou, mon garçon. Dans ta situation, on ne joue pas si gros. » Entêté, Llewellyn se détourna. « Laisse-moi la paix. Je sais ce que je veux. Ou bien je gagne ce soir 10 000 livres, ou bien je perds tout ce que je possède. »« Bonne chance, » dit Illingworth en riant. « Voulez-vous couper, Crawford ?» Et le jeu commença. Hamilton joua comme un enfant. En 3/4 d'heure, il avait gaspillé son argent jusqu'au dernier liard. Il délesta Bodley de 100 livres, que ce dernier ne put pas lui refuser car il avait presque tout gagné. Llewellyn se remit au jeu. 1/4 d'heure plus tard, il était dépouillé. Cette fois, il se tourna vers moi. Je ne lui donnai rien, sachant qu'il allait tout engager et tout dilapider à la table de jeu. Il me supplia, mendia, mais je tins bon. Il retourna à la table de jeu, regarda un instant encore, salua de la main et s'en fut. Comme le jeu ne m'intéressait plus, je me retirai dans la salle de lecture. Je parcourus encore quelques journaux, puis je me levai dans l'intention de retourner chez moi. Tandis que le serviteur m'aidait à passer mon pardessus, Llewellyn bondit vers le vestiaire et jeta son chapeau sur la patère. Il remarqua ma présence et me demanda « Joue-t-on encore là-dedans ?»« Je n'en sais rien, » répondis-je. Il avait à peine prêté l'oreille à mes paroles qu'il se dirigeait à grandes enjambées vers le tapis vert. J'ôtai à nouveau mon pardessus et le suivis. Hamilton était déjà assis à la table et devant lui se trouvaient 200 livres. Ainsi que je l'appris plus tard, il s'était rendu au Royal Yacht Club et s'y était fait prêter l'argent jusqu'au lendemain par Lord Henderson. Cette fois, il eut plus de chance. Comme les mises étaient cependant assez faibles, il ne lui restait, après 1 heure, que 1000 livres à peine. Il distribua à la ronde les billets perdus précédemment et marmonna intérieurement quelques jurons. Lord Illingworth se mit à rire. Sa chance légendaire au jeu provient généralement du fait qu'il est le joueur qui dispose du capital le plus élevé. 80 000 livres de rente par an lui permettent de surpasser haut la main les autres joueurs. « Vous voulez vraiment forcer la chance aujourd'hui, Llewellyn ?» dit-il. « Le poker dure trop longtemps pour vous. Voulez-vous essayer le baccarat ?» L'artiste le regarda avec un tel sentiment de reconnaissance qu'on eût pu croire que le lord lui sauvait la vie. Crawford tint la banque et le baccarat commença.
Stimulé par Hamilton, le lord s'était progressivement échauffé lui aussi, et les mises devinrent de plus en plus élevées. Ce n'est pas précisément digne d'un gentleman de faire continuellement le compte de ses billets, grommela Bodley. Je le sais, rétorqua Hamilton, timide comme un collégien. Mais je dois le faire. Et il poursuivit hâtivement son comptage. Tour à tour, il perdit et gagna. À un certain moment, il disposa même de 8 000 livres. Comme les autres se maintenaient dans des limites raisonnables, le jeu se transforma finalement en un duel entre Hamilton et Lord Illingworth, qui tenait sur ses entrefaits la banque. Hamilton recommença à compter son argent. Il venait de réussir quelques coups importants. Encore 50 livres, murmura-t-il. Mais il ne les gagna pas. Les cartes parlèrent l'une après l'autre en faveur de son adversaire, et bientôt il fut de nouveau aussi dépossédé qu'un rat. La partie fut suspendue, et ces messieurs sortirent. Seul Llewellyn demeura assis. Il fixait les cartes éparses sur la table et tambourinait nerveusement sur son étui à cigarette. Brusquement, le lord revint vers lui et lui toucha l'épaule. Hamilton sursauta. Vous avez besoin de 10 000 livres pour quelque usage? Cela ne vous regarde pas. Ne soyez pas si abrupt, jeune homme, dit le lord hilar. Pour ce prix, j'achète l'œuvre que vous avez exposée l'été dernier à Paris au Champ de Mars. Voilà l'argent. Il compta lentement les billets de la Banque d'Angleterre en les allongeant sur la table. Llewellyn s'en saisit fiévreusement, mais le lord les retint en y posant la main. Pas si vite. Je mets une condition. J'exige votre parole d'honneur que vous ne jouerez plus. Promis, plus jamais. Plus jamais, s'écria le peintre en tendant au lord sa main droite. Il tint parole, de même qu'il tint celle qu'il avait donnée à Henderson, auquel il renvoya dès le lendemain l'argent qu'il lui avait emprunté. 2 jours plus tard, je me trouvai dans la pénible obligation d'écrire sur la couverture d'un dossier le titre suivant. En cause, John Hamilton Llewellyn et consorts. L'enquête fut mise en branle par l'administration du British Museum. Outre notre ami, elle mettait en cause un modèle et un fonctionnaire subalterne du musée. Ce dernier fut immédiatement pincé, tandis que l'autre, un jeune homme déjà condamné une douzaine de fois auparavant, traqué de toutes parts, parvint à s'échapper. Le fonctionnaire fit des aveux complets. Il avait été soudoyé par les 2000 livres que lui avait offertes Llewellyn. Il avait d'ailleurs pris la précaution de les mettre en sécurité. On lui avait demandé de fermer les yeux durant sa veillée nocturne. Il s'était seulement déclaré prêt à assurer sa complicité lorsque Llewellyn lui jurait sur la Bible que rien ne serait volé. Vers le soir, à 21 heures, selon ses déclarations, le peintre, accompagné d'un autre homme qu'il appelait Jack, se serait présenté au musée. Le fonctionnaire en question lui aurait ouvert et le trio se serait dirigé vers le bureau directorial. Le nommé Jack aurait ouvert la porte avec une fausse clé. Il aurait ensuite sorti de ses poches tout un assortiment de clés et de leviers et se serait mis en devoir de forcer le coffre-fort. Ceci n'aurait pas offert de difficulté particulière, le coffre étant d'un modèle ancien, absolument inefficace du point de vue de la sécurité. Le peintre n'aurait prélevé dans le coffre que des clés, après quoi le coffre aurait été refermé. Ensuite, tous les trois se seraient rendus dans la cave, y auraient ouvert les serrures ouvragées du palais des glaces et auraient pénétré dans l'antichambre. Le peintre aurait ordonné aux fonctionnaires de faire du feu dans la cheminée et bientôt une chaleur bienfaisante aurait envahi la pièce. Pendant ce temps, Jack aurait mis en place une boîte de peinture et un chevalet escamotable qu'il avait emporté avec lui.
C'est à ce moment que le peintre lui aurait versé à lui-même la somme convenue, tandis que Jack recevait encore bien davantage, mais il ignorait combien exactement. De toute façon, il devait s'agir du restant de la somme remise par Lord Illingworth, car les fouilles effectuées chez Hamilton ne permirent plus de retrouver un seul shilling. Le peintre ordonna ensuite aux deux autres de le laisser seul. Ils se retirèrent et il ferma la porte sur lui de l'intérieur. Les deux comparses se retirèrent dans la loge du portier et burent quelques bons grogs à leur succès. Le modèle finit par prendre congé, tandis que le fonctionnaire s'endormit du sommeil du juste jusqu'à ce qu'il fût relevé vers 6 heures du matin. Il retourna chez lui, y dormit encore quelques heures et réfléchit ensuite tranquillement à l'attitude qu'il convenait maintenant de prendre. L'histoire éclaterait certainement un jour ou l'autre. Il serait donc certainement congédié. Mais à part cela, que pouvait-il lui faire? Il n'avait en effet accompli aucun acte contraire à la loi. On n'avait certainement rien volé. De cela, le serment sacré du peintre était le garant. À toutes fins utiles, il mit son argent en sécurité, puis il s'assit et écrivit bien tranquillement une lettre à l'administration où il expliquait toute l'affaire par le menu. Il porta lui-même la lettre au British Museum. Il était à ce moment environ 5 heures de l'après-midi. Le directeur était justement sur le point de retourner chez lui. Il lut la lettre, se convainquit de la disparition des clés dans le coffre-fort et dévala les escaliers vers la cave avec quelques collègues pour se rendre compte de ce qui s'était réellement passé. Mais la porte de fer, ornée des serrures ouvragées, résista. Le directeur fit venir des serruriers et envoya également quérir la police. Après 4 heures d'efforts, ils parvinrent à soulever toute la porte à l'aide de pieds de biche et de marteaux de forge. Elle tomba avec fracas dans l'antichambre. Tous se ruèrent en avant. Une odeur épouvantable frappa leurs narines et les força à reculer au premier instant comme étourdis. Le directeur, se tenant un mouchoir devant le nez et la bouche, traversa ensuite l'antichambre pour gagner le palais de la glace, les autres sur ses talons. Disloqué, au milieu de la pièce, gisait le bloc de glace coupé par le travers. Sa locataire millénaire avait disparu. À ce moment, retentit dans un coin un gémissement plaintif où il était difficile de reconnaître une voix humaine. Serti profondément dans la glace, à moitié gelé, le visage et les mains couverts de sang noir coagulé, en manches de chemise et les vêtements en lambeaux, apparut John Hamilton Llewellyn. Ses yeux étaient exorbités. Entre les dents, l'écume dégouttait. On ne parvint à le dégager de sa misérable position qu'au prix de grandes difficultés. À toutes les questions ne répondait qu'un ululement inintelligible. Lorsqu'on voulut l'éloigner en passant par l'antichambre, il hurla comme un possédé et se débattit de tous ses membres. 4 hommes durent le soulever, mais lorsque le cortège arriva à proximité de la porte, le démon se dégagea avec un hurlement sauvage et terrible et courut se réfugier dans le coin le plus reculé de la pièce. Une terreur hallucinée à l'égard de l'antichambre donnait au corps mi-gelé, rigide et presque sans vie, une énergie telle que les forces de l'ordre n'eurent plus d'autre ressource que de lui entraver les mains et les pieds et de le transporter ainsi à l'extérieur, à l'égal d'un bloc inerte. Et même là, il se dégagea encore avec un cri inhumain, face à la porte, et tomba lourdement sur le sol. Sa tête donna violemment contre la glace, et il perdit connaissance. Ce n'est que dans cet état qu'il fut possible de le conduire à la clinique et de là, 4 mois plus tard, à la section des malades de la pension d'aliénés de Brighton. Il m'est arrivé de lui rendre visite,
Il avait l'air bien misérable. Le gel lui a coûté ses oreilles et 4 doigts de la main gauche, tandis qu'une épouvantable toux raclante lui secoue le corps tous les quarts d'heure et témoigne que durant cette affreuse nuit au palais de la glace, il s'est aussi attiré la phtisie à laquelle il ne tardera guère à succomber. Il n'a pas recouvré la parole et son bon sens ne l'a jamais plus habité. Jour et nuit, il est tourmenté par un angoissant délire de persécution, de sorte qu'il ne peut demeurer un seul instant sans surveillance. Mais que s'est-il donc passé cette nuit-là dans les caveaux du British Museum? Je n'ai pas ménagé mes efforts pour rassembler tous les fragments de cette tragédie, même les plus obscurs, afin de me faire une opinion claire. J'ai fouillé les serviettes et les tiroirs d'Hamilton, çà et là. Un dessin ou une ligne me donnait accès à ses rêves. Bien entendu, beaucoup de conclusions ébauchées reposent encore sur des suppositions, mais je ne crois pas m'être trompé de beaucoup. John Hamilton Llewellyn était un esprit fantasque ou un philosophe, ce qui revient presque au même. Il y a quelques années, je tombais sur lui un soir dans la rue, alors qu'il s'apprêtait à sauter dans une voiture. Il se dirigeait vers l'observatoire où je l'accompagnais. On l'y connaissait bien car c'était un visiteur enthousiaste depuis qu'il était tout gamin. Et comme c'est le cas pour tous les astronomes, les concepts de temps et d'espace se confondaient dans son esprit. L'astronome voit une étoile parcourir en une seconde plusieurs milliards de milles. Les grandeurs incommensurables avec lesquelles il est confronté doivent altérer grandement chez lui la notion de l'horizon lamentablement borné de notre vie terrestre. Si le contemplateur céleste est en outre un artiste doué et fantasque, comme l'était Hamilton, il est clair que le combat que livre son âme avec la matière doit croître en suscitant une tension insupportable. Ce n'est que de ce point de vue que tu pourras comprendre ces étranges cartons si tu examines un jour ce qu'il a laissé derrière lui et que Bodley possède maintenant. Hamilton s'était avancé ainsi dans l'existence, avec en permanence sur le cœur ce cauchemar de l'infini. Tout lui semblait poussière de quelques instants, aussi bien la boue des flaques d'eau que le plus bel échantillon d'humanité de chair et de sang. Cette pensée l'a toujours détourné de l'amour, bien que plus d'une belle jeune femme se soit offerte au blond artiste aux yeux rêveurs. Je vous en prie, semblait-elle dire. Hamilton se contentait de répondre non merci, et il poursuivait ses rêveries. Pour le conquérir, il fallait que l'invraisemblable se réalise et que surgisse une beauté qui planât comme lui au-dessus du temps et de l'espace. Et cette impossibilité se concrétisa. Le chevalier errant découvrit au milieu d'un Londres nébuleux et puant la belle au bois dormant, la princesse enchantée. Qui donc? Une belle jeune femme qui avait respiré il y a plusieurs milliers d'années quelque part en Sibérie et qui vint à Londres telle qu'elle était pour lui servir de modèle. On eût dit qu'elle le contemplait tendrement et longuement. Mais que désirait-elle de lui? Selon Hamilton, elle s'était réservée pendant un temps suprêmement long pour le découvrir, lui, à l'instar de la belle au bois dormant. Cette princesse sibérienne s'était endormie dans la glace pour attendre son unique chevalier servant. Mais elle était morte, se disait-il. Et après, est-ce que sa mort l'empêcherait de l'aimer? Pygmalion chérissait une statue à laquelle son amour insufflait la vie. Quant à Jésus, l'amour du prochain qui l'animait lui permit de rendre à jaillir sa fille pourtant décédée. C'était un miracle sans doute, mais est-ce que le miracle qu'il avait devant les yeux n'en était pas un tout aussi considérable? Et puis, que veut dire mort? La terre est-elle morte? Elle qui suscite les fleurs de toutes parts? Le minéral est-il mort? Lui qui produit des cristaux?
ou la goutte d'eau se congelant sur la vitre et dessinant des arabesques de fougères et de mousses. La mort n'existe pas. Cette femme unique avait vaincu le temps tout-puissant, car durant des milliers d'années, elle avait conservé sa beauté et sa jeunesse. César et Cléopâtre et le grand Napoléon, Michel-Ange, Shakespeare et Goethe, les hommes les plus puissants et les plus éminents au long des siècles, ont été malmenés par les stigmates inexorables du temps, comme des vers sur le chemin. Cette élégante beauté, par contre, avait souffleté le temps de ses fines mains diaphanes et contraint la grande faucheuse à la retraite. L'artiste rêvait, admirait, aimait. Au fur et à mesure qu'il multipliait ses visites au palais de la glace pour y reproduire les traits de sa femme si belle, son âme s'imprégnait toujours davantage du tableau qu'il voulait peindre, ce tableau qui serait le tableau de sa vie, la victoire de la beauté humaine sur l'infini. La mission de cette femme était là. C'est pour cela qu'elle était arrivée jusqu'à lui. Son esprit rêveur portait au plus intime de lui-même le bouquet le plus merveilleux qui n'ait accordé au genre humain qu'une seule fois en de nombreux siècles, la symbiose de l'amour et de l'art, cristallisée en une sensation pure et puissante. Mais il n'entendait pas peindre sa bien-aimée ainsi, emprisonnée dans son bloc de glace. Non, dans sa conception, elle devait reposer souriante sur un lit de rocher, tenant à la main une fine cravache, foulant aux pieds le temps meurtrier, paralysée face à sa triomphante jeunesse. Ce tableau devait donner aux hommes la conscience de leur divinité, le cadeau le plus somptueux qu'ils n'eussent jamais reçu. Lui, débordant de la force créatrice de l'artiste, et cette femme magnifique défiant le temps, accompliraient ensemble quelque chose de prodigieux. C'est ainsi que mûrit progressivement en lui le projet de la délivrer de sa gangue de glace. Les difficultés qui se dressèrent devant lui ne firent que l'aiguillonner et le stimuler davantage. Jack, son factotum, un de ses modèles prêts à tout, le seul auquel il s'ouvrit de son projet, parvint à le lui décrire comme encore plus difficile et dangereux qu'il l'imaginait lui-même. Ceci avec l'arrière-pensée de convaincre l'artiste qu'il ne parviendrait à l'associer, lui, Jack, ainsi qu'un fonctionnaire du musée, à la réalisation de son plan que s'il consentait à y mettre des sommes énormes. Ainsi s'expliquent ces multiples tentatives avortées chez les usuriers. Dans l'intervalle, l'accès du palais de glace lui avait été interdit par le directeur. Il ruminait tout seul dans sa salle, et son désir dément de libérer l'aimée de ses entraves et d'offrir avec elle à l'humanité le summum prit, au cours de ses heures solitaires, des proportions hallucinantes. Puis survint cette nuit au club, durant laquelle il s'escrima à forcer le destin, les cartes à la main. Le destin se moqua de lui et lui ravit tout ce qu'il possédait. Et, à l'instar d'une jolie femme qui résiste à tous les assauts de son amant pour finalement s'abandonner à lui de son plein gré au moment où il va renoncer plein de tristesse, ainsi le destin finit-il par lui être favorable et lui mit-il dans les mains la somme dont il croyait avoir besoin par l'entremise de Lord Illingworth. Du coup, il n'hésita plus. Déjà, il décidait de consacrer la nuit suivante à l'exécution de son dessein. La chance voulut que le fonctionnaire soudoyé par Jack fût justement de garde cette nuit-là. Grâce aux clés dérobées, il fut possible de violer le palais des glaces. Llewellyn verrouilla à triple tour la porte de l'antichambre. Maintenant, il se trouvait seul. Il s'immobilisa et demeura aux aguets, écoutant les pas de ses comparses décroître dans le couloir. Tap, 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 puis plus rien. Il respira profondément, puis se décida, se dirigeant d'un pas rapide vers le palais de glace. Ah,
la voilà qui se présentait à ses regards éblouis. Pourquoi ne sourdait-elle pas de la glace en bondissant à sa rencontre? Ses yeux, pourtant, ses yeux semblaient le darder de leur éclat, et maintenant, sa main ne venait-elle pas de lui faire signe? De sa poche intérieure, il retira une courte hachette bien affûtée et se mit au travail. Ce n'était guère facile, car l'instrument n'était pas des plus appropriés. Il se fraya son chemin avec une prudence infinie et ne progressait que très laborieusement. Mais il lui semblait que de temps à autre, la belle le contemplait d'un regard encourageant. « Patience, mon aimé, bientôt nous serons dans les bras l'un de l'autre. » La glace cédait maintenant de tous côtés dans un concert de craquements. Encore un léger coup, et encore un. Il craignit un moment que l'eau solidifiée n'adhère à la chevelure et aux menus poils de l'épiderme. Mais non, le corps était oint d'une huile fine et odorante, de sorte qu'il put la retirer nette et sans blessure de son lit de glace. Ses bras tremblaient, tout son corps gémissait de froid. Il la transporta en hâte dans ses bras vers l'antichambre chauffée et agréablement tiède, où la flamme de la cheminée chantonnait une étrange mélodie. Doucement, avec des précautions infinies, il la déposa sur le divan. Ses paupières étaient closes, elle paraissait dormir. Vite maintenant, vite, le cadre, le chevalet, et sortons les couleurs. Il peignait avec un zèle, un enthousiasme débordant. Jamais peintre ne vécut de tels transports devant sa toile. Les heures volaient, et il lui semblait que ce n'était que secondes. Entre-temps, la flamme gourmande prenait des proportions toujours grandissantes. La chaleur devenait insupportable. D'énormes gouttes de sueur perlèrent à son front. Il pensa que c'était la chaleur et enleva son veston, continuant à peindre en manches de chemise. Là, sa bouche ne venait-elle pas de bouger? Il regarda plus attentivement. Oui, réellement, la lèvre inférieure paraissait se détendre en un sourire imperceptible. Hamilton se passa la main devant les yeux pour chasser la vision. Mais maintenant, que se passe-t-il? Le bras de la jeune femme glissait lentement, très lentement. Ne lui faisait-elle pas signe? Il jeta son pinceau et se rua vers le divan. S'agenouillant, il saisit la menue main blanche où apparaissaient de fines veinures bleuâtres. Elle le laissa faire. Il pressa et serra cette main, lui souleva la tête et la contempla à nouveau. Avec un léger cri, il se jeta dans ses bras, ferma les yeux, lui baisa les joues et la bouche, et le cou, et enfin ses seins juvéniles, triomphants et d'un blanc de neige. Et c'est sur la poitrine de cette femme que l'artiste embrassa tout son amour longtemps contenu, toute son aspiration infinie de beauté et d'art. Mais, ô horreur! Cet instant de joie parfaite fut suivi d'un autre, terrifiant. Un mucus humide et nauséabond lui sauta au visage. Il sursauta et recula de quelques pas. Les lignes du visage qu'il avait devant lui se troublèrent en se diluant en une masse informe. Qu'est-ce qui se trouvait là maintenant sur ce divan? Une odeur répugnante et épouvantable le prit aux narines et sembla prendre forme à la lueur dansante des flammes. Et du corps, réduit à une masse gélatineuse informe, surgit à sa rencontre un affreux spectre qui étendait vers lui ses bras tentaculaires. Il voulut fuir, courut vers la porte, mais où étaient les clés? Il ne les trouva pas, secoua la porte de toutes parts, s'y déchira les mains, s'y jeta tête baissée au point que le sang jaillit. Le fer ne bougea pas, et le spectre grandissait, toujours plus puissant, plus menaçant. Déjà,
Il sentait ses doigts de ventouse lui pénétrer dans la bouche et les narines. Il hurla comme un possédé, secoua l'autre porte, vers le palais de glace où il se blottit dans le coin le plus reculé, en proie à une panique mortelle. C'est là qu'on le découvrit, un pauvre petit déchet humain privé de toute raison, qui avait cru un jour pouvoir impunément fouler aux pieds l'infini. Je vous ai proposé La fin de John Hamilton Llewellyn, une nouvelle de Hans Heinz Evers, écrite en 1904, que l'on peut retrouver dans le recueil de nouvelles intitulé L'araignée et autres contes fantastiques, édité en 1965 dans la collection fantastique Marabout. Le thème de la découverte d'êtres humains congelés est également évoqué dans le roman La nuit des temps de René Barjavel, sorti en 1968, où des chercheurs scientifiques découvrent, à une profondeur de 1000 mètres, une sphère dorée dans laquelle reposent un homme et une femme d'une beauté presque irréelle. Il s'avère que les deux protagonistes sont les survivants d'une civilisation éteinte depuis 900 000 ans. À bientôt.